Au milieu du 19e siècle, le monde occidental s'enthousiasme pour le spiritisme. Enfin, quand je dis le monde occidental, ça concerne surtout l'aristocratie et certains milieux littéraires et artistiques. Or, le spiritisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est une pratique qui consiste à communiquer avec les esprits. Ça peut être les défunts, ça peut être une divinité, ça peut être une fée, un esprit magique, ou tout être invisible vivant dans une dimension parallèle de notre univers. Et les pratiques qu'on pourrait qualifier de spiritisme, on pourrait en retrouver probablement dans toutes les cultures et dans toutes les époques. Mais au milieu du 19e siècle, il y a vraiment cette mode qui nous vient en particulier des États-Unis et qui arrive avec un ensemble d'outils permettant de communiquer justement avec les esprits. Ça peut être par exemple les tables tournantes, le fait de provoquer un son qui tape une fois pour oui, deux fois pour non, etc. Le fait de placer ses doigts sur un verre qui va se déplacer vers des symboles, vers un oui, vers un non qu'on aura écrit au préalable, etc. pour pouvoir communiquer avec l'esprit par des questions fermées qui va nous répondre oui ou non. Il y a également la fameuse table de Ouija qui est une sorte de plateau de bois sur lesquels sont gravées les lettres de l'alphabet et puis souvent oui, non et deux, trois autres choses. Et il y a un curseur en bois et on met ses doigts sur le curseur en bois et alors le curseur se déplace tout seul, c'est vraiment l'esprit qui déplace le curseur et qui va dicter lettre par lettre des mots, des phrases pour pouvoir communiquer son message. Les esprits peuvent également communiquer par la médiumnité, c'est-à-dire qu'ils vont choisir une personne durant la séance et ils vont comme posséder cette personne ou lui dicter des messages directement de l'intérieur. Et on a également ce fameux outil qui est l'écriture automatique, c'est-à-dire que la main d'une personne va être comme possédée par l'esprit qui va carrément directement écrire son message, qui peut même écrire des poèmes ou écrire de la musique. Et tout ça a été très populaire à cette époque, et notamment chez les personnes qui avaient le temps et le loisir de s'encanailler dans ces soirées où il y avait vraiment beaucoup de mise en scène pour créer des ambiances très mystérieuses. Et ce milieu de 19e siècle est aussi une époque où on s'enthousiasme beaucoup pour ce qui reste du magnétisme animal. Alors le magnétisme animal c'est un petit peu avant, fin 18e et début 19e, une pratique qui était extrêmement populaire et par laquelle on prétendait rééquilibrer un fluide magnétique chez les individus pour obtenir leur guérison. Donc c'était vraiment une pratique de guérison qui a été beaucoup critiquée, beaucoup rejetée, mais également beaucoup défendue, donc beaucoup modifiée et qui a fini par donner un ensemble de pratiques assez diverses qui, au milieu du 19e siècle, plaisait encore. Il était encore très étudié, des pratiques de guérison, mais pas seulement. Des pratiques qui, par ce prétendu fluide magnétique, permettaient de trouver des objets. Donc, on reconnectait avec une vieille tradition qui était la baguette de sourcier. Via le pendule, également, on pouvait trouver des sources d'eau, on pouvait trouver des objets, trouver des personnes, etc. Et ça, cet aspect-là, c'est ce qui sera baptisé au début du XXe siècle, la radiesthésie. Donc, toutes ces pratiques magnétiques, qu'elles soient de guérison ou qu'elles soient de divination, etc., vont être également assez en vogue à ce moment-là. Et puis, ce 19e siècle connaît également dans nos contrées un enthousiasme pour les guérisons chrétiennes. C'est-à-dire ces pratiques vraiment ancestrales et extrêmement rurales, des prières et des différents gestes de rituels qui se situent entre le paganisme, en réalité, et le christianisme, qui invoquent non pas un fluide magnétique, non pas un esprit magique païen, mais directement Jésus-Christ qui viendrait proposer une guérison miraculeuse. Or, tout ça est mis en avant, aggloméré, combiné, mélangé par notamment l'occultisme qui à ce moment-là a vraiment le vent en poupe et qui a différentes teintes. On voit bien aux États-Unis une couleur qui est celle de la nouvelle pensée qui va donner ensuite au XXe siècle le New Age. En France, on a une inspiration très ésotérique, très initiatique qu'on retrouve également un peu avec les théosophes du côté plutôt de l'Europe de l'Est et de la Russie avec Elena Blavatsky par exemple. Donc on a vraiment tout ce courant-là qui est très syncrétique et qui va aller chercher dans les spiritualités, dans les religions, qui va aller faire un peu son marché partout et qui va notamment puiser sur le côté pratique dans le spiritisme, dans le magnétisme, dans la radiesthésie qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais voilà, dans toutes ces pratiques-là traditionnelles et également d'ailleurs dans la prière chrétienne et dans les pratiques de guérison chrétienne. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, si vous voulez, le geste traditionnel du sourcier avec sa baguette, du rebouteux, du leveur, du barreur de feu, du leveur de sorts, etc. Et bien, toutes ces pratiques de bouseux, on pourrait dire, deviennent soudain, alors là, un truc qui appartient à un corpus
pour des initiés à des pratiques magiques et hautement spirituelles, pour des personnes qui détiendraient les clés d'une sorte d'organisation cosmique secrète, etc. Donc on voit bien comment est-ce que des pratiques extrêmement populaires deviennent quelque chose de très chic en réalité et même très intellectuel. Et c'est justement par ces syncrétismes occultistes modernes qu'il va y avoir un pont entre ces pratiques traditionnelles et d'une certaine façon la haute société. Et c'est ce qui va également attirer l'attention d'un certain nombre de scientifiques. Et oui, parce que le 19e siècle, c'est tout ça, mais c'est également le grand siècle de l'industrie et de la science. C'est également un siècle de raison, paradoxalement. Et donc on a des gens, des scientifiques illustres, par exemple aux États-Unis, Benjamin Franklin, William James, ou en Grande-Bretagne, Carpenter ou Faraday. En France, on avait évidemment le grand Chevreul, et pas mal d'autres aussi, qui se sont penchés sur ces phénomènes-là. Et ce sont des gens qui disaient, nous, on n'y croit pas à ces histoires d'esprit, on ne croit pas aux fantômes, on ne croit pas aux fluides magnétiques, ça n'engage qu'eux, évidemment, mais voilà, eux, ils n'y croyaient pas, en l'occurrence, ils étaient très sceptiques là-dessus, mais il y a bel et bien des phénomènes. C'est-à-dire, les gens, ils font bel et bien des séances de spiritisme, ils font bel et bien des actes de guérison, ils font bel et bien tous ces trucs-là, puis il y a bel et bien quelque chose qui se passe. Donc quoi ? Donc ils ont mis en place un certain nombre d'expériences, vraiment scientifiques et plutôt de bonne qualité, même pour l'époque, et qui leur ont permis d'étudier ces phénomènes-là, et de mettre en évidence ce que Carpenter appellera d'ailleurs l'effet idéomoteur. Et l'effet idéomoteur, c'est quoi ? Dans l'idéomoteur, il y a deux mots. Il y a idéo, qui signifie l'idée, et moteur, qui signifie le mouvement. C'est cette idée que j'aurai une représentation d'un mouvement qui va créer un mouvement chez moi. Par exemple, prenons le coup du pendule. Je m'attends à ce que le pendule tourne, et donc il va tourner. Évidemment, si je le tourne volontairement moi-même, c'est pas de l'effet idéomoteur, c'est juste un geste volontaire. Mais je vais fixer mon pendule, je vais fixer le bout de pendule, et je vais être tellement persuadé qu'il bouge tout seul que je ne vais même pas me rendre compte qu'en fait c'est moi qui bouge. Et je fais des petits micro-mouvements tout petits, mais qui sont guidés par mon attente de vouloir voir ce pendule bouger. Mais j'ai pas conscience que c'est moi qui bouge. Donc c'est un geste inconscient que je produis. Et donc on est vraiment dans cette période où on explore ce qu'on va appeler l'inconscient et ce qu'on même Pierre Janet va appeler le subconscient, puisque pour lui, c'est pas inconscient, c'est pas sans conscience, il y a une forme d'intelligence, mais une intelligence profonde que je ne reconnais pas, qui est à l'intérieur de moi, qui est autre que moi et qui va s'exprimer à travers ça. Et donc, ces gens-là disent, ok, ce sont de bons moyens pour communiquer avec un esprit, mais lequel ? Pas un esprit en dehors de nous, pas un esprit magique, avec votre esprit, avec l'esprit qui est votre esprit inconscient en réalité, avec une part de votre esprit, avec votre cerveau, avec votre corps. Donc pour eux, les verres qui bougent, le curseur qui bouge sur la table de Ouija, le pendule qui tourne, ce sont en réalité des petits mouvements qu'on fait soi-même sans s'en rendre compte, de façon inconsciente, et qui répondent à une idée qu'on a, mais à un niveau subconscient. Et c'est ça, en gros, l'effet idéomoteur. On avance un petit peu dans le temps et on arrive dans les années 1880, où là on a un grand neurologue français qui est célèbre dans le monde entier et qui s'appelle Jean-Martin Charcot, et qui a notamment un mérite, c'est d'avoir utilisé toute son influence et toute sa célébrité pour inciter l'Académie des sciences à reconnaître enfin l'hypnotisme comme un sujet digne d'intérêt scientifique et digne de recherche. Ce qui va amener des tas de jeunes chercheurs dans le monde entier à s'y intéresser, et notamment à venir à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, pour explorer l'hypnotisme, notamment dans le cas d'une maladie qu'on appelait l'hystérie. Alors, petite parenthèse, l'hystérie, à l'époque, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'était une catégorie de troubles nerveux très, très, très vaste. Par exemple, une personne qui serait aveugle, mais en réalité, ça serait suite à un choc psychologique, probablement, et elle n'a pas de lésion aux yeux, d'ailleurs, peut-être même en hypnose, elle peut retrouver la vue, mais on dira qu'en fait, elle a une cécité hystérique, ce qu'on pourrait qualifier de psychosomatique aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, c'est dans sa tête. On pourrait même le qualifier d'un trouble dissociatif à ce stade-là. Mais disons qu'une personne, par exemple, qui serait paralysée, qui n'aurait plus l'usage de ses jambes, mais qui n'aurait reçu aucun choc, aucune lésion physiologique, mais juste un choc psychologique, on dirait qu'elle a une hémiparalysie hystérique à ce moment-là. Donc je vous dis, c'est vraiment, on pourrait dire psychosomatique, on pourrait dire dissociative. Donc il y a un ensemble de troubles, qu'ils soient physiologiques ou de la personnalité, qui en réalité sont des troubles de la personnalité, où on voit que la personne est clivée à l'intérieur d'elle-même,
Il y a elle, il y a son conscient, puis il y a un niveau inconscient, une sorte d'activité qui se produit et qui va avoir une influence sur elle et créer un certain nombre de symptômes, en très très gros. Et donc ces chercheurs se disent, puisqu'à l'intérieur de ces patients, visiblement, il y a leur conscient, la personne à qui on s'adresse, mais il y a visiblement une autre partie aussi à laquelle on aimerait bien s'adresser, justement, on va utiliser des moyens de le faire. Donc ils utilisent l'hypnotisme, c'est-à-dire ils le mettent en transe et ils communiquent directement avec cette partie-là, mais ils utilisent aussi un certain nombre d'autres outils et qui sont justement les outils de l'idéomoteur. C'est-à-dire qu'ils vont réutiliser, mais littéralement, des tables de Ouija, non plus pour communiquer avec un esprit en dehors de la personne qui va la posséder, mais pour communiquer avec cette part-là de son esprit, avec son inconscient, quoi. Son subconscient, nous dit Janet. Vraiment, il emploie ce terme pour nous dire que c'est pas inconscient, il y a une forme d'intelligence derrière ça, c'est une autre conscience. Donc, ils vont vraiment utiliser ça pour s'adresser à une partie du cerveau de la personne, tout simplement. Donc, des tables de Ouija, des pendules. Alors, ils vont inventer toutes sortes de nouveaux outils, mais toujours basés sur l'effet idéomoteur. C'est-à-dire qu'il y a un geste qui va permettre de répondre. Ils vont notamment beaucoup utiliser l'écriture automatique également. Donc, le fait que la main écrive, non pas sous l'action d'une divinité ou d'une personne, d'une force extérieure, mais la main écrive sous l'action d'une certaine partie du cerveau, cette partie-là même, justement, qui entraîne les symptômes. Et donc, ils vont beaucoup utiliser l'effet idéomoteur pour explorer, pour faire des explorations de la recherche en psychiatrie et même de la thérapie à ce moment-là. Et là, déjà, vous voyez un peu où je veux en venir, parce qu'on voit déjà que c'est vraiment le début de cette utilisation de l'effet idéomoteur qui donnera lieu au signaling, à la pratique moderne qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment une façon de communiquer avec une partie de la personne à un niveau inconscient via des mouvements involontaires de son corps. Alors on continue d'avancer, puis on arrive au XXe siècle. Alors au début du XXe siècle, l'hypnose se divise, on va dire, un peu sous différents courants, ceux qui vont être plutôt rationalistes avec le comportementalisme à l'américaine, mais également Pavlov, etc. Et puis des courants qui vont être plus d'inspiration analytique, psychologie des profondeurs, et qui vont continuer de s'adresser au subconscient comme si c'était un esprit. Et tout ça va même communiquer pas mal. On aura notamment Milton Erickson dans les années 1940, 50 et même dans les années 60 qui va beaucoup nous montrer des pratiques consistant, alors que lui, il est un pur héritier de Clark Hull par certains aspects, c'est aussi un grand analytique par d'autres aspects, et il va communiquer avec l'esprit unconscious mind, avec l'esprit inconscient de la personne, via justement des mouvements automatiques, idéomoteurs de la tête, des mouvements automatiques du bras ou du doigt, etc. Et il va notamment beaucoup populariser cette pratique. Mais il y a également, dans les années 50, Leslie Leckrone, par exemple, qui va énormément codifier justement cette pratique qui va être celle du signaling idéomoteur oui-non, tout simplement. Et à partir de là, dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a pas mal de personnes, Frederick, Crick, aux États-Unis, qui vont continuer de travailler cette matière-là, et notamment aussi les élèves d'Erickson qui vont le mettre dans leur programme de formation, on va dire, dans leurs stages, dans leurs trainings, et on va voir cette pratique, notamment par la PNL, mais pas seulement, cette pratique du signaling idéomoteur, c'est-à-dire une façon de communiquer avec certaines parties de l'esprit de la personne en utilisant des gestes involontaires, certains pour oui, certains pour non, ou d'autres, ou même l'écriture automatique, etc. On va s'être débarrassé petit à petit de la table de Ouija et même du pendule pour aller vers plutôt des mouvements automatiques, mais on est vraiment complètement dans cette tradition encore. Et donc on voit que cette histoire d'idéomoteur s'est développée vraiment parallèlement à l'hypnotisme, et que ce sont souvent les mêmes personnes qui se sont vraiment intéressées à fond à l'hypnotisme et à l'idéomoteur, et qui ont souvent combiné les deux. Mais on retrouve l'effet idéomoteur dans d'autres pratiques, comme par exemple la kinésiologie ou dans certaines pratiques d'ostéopathie, etc. Et justement, c'est ce qui a pu poser problème à une certaine partie de la pratique de l'hypnose, notamment la partie médicale, la pratique, tout le courant d'hypnose médicale. On sait que l'hypnose est d'essence scientifique. Elle est née justement d'un regard scientifique et sceptique, critique sur certaines pratiques qui l'étaient beaucoup moins. Et les plus grands noms qui ont fait avancer l'hypnose sont souvent des médecins, souvent des scientifiques. On sait également qu'elle a évolué en même temps aussi chez les occultistes, et chez les tenants du magnétisme, qu'elle a évolué également parallèlement dans le divertissement, dans le spectacle, etc. Et que tout ça a un peu brouillé les pistes. Et il y a chez les hypnothérapeutes, notamment dans les milieux médicaux, un complexe qu'on va retrouver historiquement à peu près à toutes les époques,
qui est celui de la respectabilité, c'est-à-dire vraiment cette difficulté à être pris au sérieux. Justement, je vous disais que Charcot, en 1884, il arrive enfin à faire reconnaître l'hypnose, et qu'avant, justement, elle était traitée comme une pratique peu sérieuse, quoi. Et bien, justement, à travers toute l'histoire, on voit qu'il y a ce problème de respectabilité. Comment faire en sorte que l'hypnose, qui est pourtant très, très, très étudiée scientifiquement, fait l'objet de beaucoup de publications et de résultats très enthousiasmants sur pas mal de problématiques, comment faire en sorte qu'elle soit prise au sérieux? Et c'est ce qui fait que certains outils, comme le signaling idéomoteur, qui rappelle un peu trop le spiritisme, passent pas très bien auprès d'un certain public qui ne se sent pas confortable avec ça. Notamment dans certains courants médicaux, comme je disais, on va le rejeter en disant non, on ne va pas s'adresser à l'inconscient, le côté esprit est-tu là, réponds-moi avec un mouvement du doigt, etc. C'est pas sérieux tout ça. Et c'est dommage parce qu'en plus, on voit historiquement à quel point c'est pas tout à fait rendre justice à l'effort de rationalisation qui a abouti à cet outil-là. Mais c'est une préoccupation intéressante et tout à fait légitime. Et donc, notre question aujourd'hui, nous, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois, on va évidemment pas rejeter cette pratique qui est formidable, qui obtient des résultats géniaux et qui nous permet, eh bien, sans avoir besoin du lâcher-prise de l'hypnose, donc sans avoir besoin du temps nécessaire pour des transes profondes, chez beaucoup de sujets, il faut quand même du temps pour ça, d'obtenir des résultats à un niveau subconscient, donc rapidement et de façon vraiment concrète. Et à la fois comment développer une façon de le pratiquer dans laquelle on puisse être confortable, dans laquelle on puisse se reconnaître, qu'il soit solide, qu'il soit rationnel, qu'il soit bien amené, et qu'il puisse être, on va dire, un peu moderne dans sa façon de se présenter. Et justement, c'est ce que je vous propose qu'on explore ensemble à travers ce module de formation. Il y aura des vidéos, des explications pratiques, des exercices, des scripts même, des textes, etc., qui vous permettront de découvrir pas à pas une pratique du signaling idéomoteur qui est sympathique, mais qui se présente de façon tout à fait sérieuse, tout à fait rationnelle, tout à fait simple aussi, et qui va vous permettre d'obtenir des résultats vraiment très très concrets, et d'une façon qui s'insère très facilement dans votre pratique au quotidien. Et pour découvrir ce module de formation unique, je vous invite à vous rendre maintenant sur le campus Hypnose, soit en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit en utilisant l'adresse qui s'affiche sur votre écran.